Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, il est tard, je ne sais pas, je ne sais plus. Quel jour on est, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdue dans cette conception de temps. Qu'aujourd'hui, je viens de raccrocher avec Dimitri Labourie, qui est directeur de recherche au FNRS. Il est également professeur adjoint à l'Université de Liège. Et aujourd'hui, il nous parle d'Hatshepsut. Si vous ne savez pas qui c'est, eh ben, vous allez le savoir dans quelques instants. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à partager votre amour pour l'égyptologie. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, car de cette manière, vous aurez une notification quand une vidéo sortira, puisque je ne publie pas de manière très régulière, je dois l'avouer. Ça vous permettra nous d'avoir une notification, de dire « Ah tiens, une vidéo est sortie !» Bonnes fêtes de fin d'année qui sont probablement passées, parce qu'il est possible que je poste ma vidéo après Noël. Mais quoi qu'il en soit, c'est parti et on l'écoute. Bonjour Dimitri Labourie. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la 18e dynastie et vous allez nous parler de la reine Hatshepsut. C'est une reine dont on entend trop peu parler, contrairement à Cléopâtre et Néfertiti. Qui est Hatshepsut? Alors Hatshepsut, c'est une reine effectivement, mais elle a cette particularité d'être devenue pharaon. Et ce n'est pas la seule dans l'histoire égyptienne, il y a plusieurs femmes qui sont devenues pharaons. Et elle a fait quand même couler pas mal d'encre, elle a suscité ce qu'on appelle une réception assez importante au XXe siècle lorsqu'on a redécouvert son personnage historique, parce qu'elle pose la question très contemporaine du genre, puisque c'est une femme qui est devenue roi d'Égypte, et je dis roi à dessein, parce qu'on voit que dans son iconographie, elle va changer, aussi bien son iconographie d'ailleurs que les termes qui la définissent, qui la présentent, les pronoms qu'il évoque dans les phrases et dans les titulatures, qui vont passer quasi exclusivement au masculin, et en tout cas son iconographie va finir par la représenter comme un homme avec une carrure, comme je dis souvent à la Schwarzenegger, plutôt qu'avec une anatomie caractéristique des femmes dans l'Égypte ancienne. Et comment elle est devenue reine? Enfin, comment elle est devenue pharaon d'ailleurs? C'est quoi son parcours? Sa carrière? Elle a un parcours très particulier, hein. Donc tout d'abord, il faut faire un petit peu d'histoire égyptienne pour raconter l'histoire de Hatshepsut, et c'est un personnage qui est presque romanesque, hein. D'ailleurs, elle a suscité pas mal de romans à l'époque contemporaine, parce que son histoire, sa vie, tient vraiment du roman. Donc, elle est la fille d'un pharaon qui s'appelle Thoutmôsis Ier, qui, au début du XVe siècle avant notre ère, va prendre le trône. Alors on sait qu'on est au tout début donc, du Nouvel Empire, de la 18e dynastie. On sait qu'il est proche des souverains précédents, Ahmose et Amenhotep Ier, mais il n'est pas le fils de son prédécesseur. Et en fait, la nature du lien de parenté nous échappe très largement. On sait juste que lorsqu'il monte sur le trône, il est cautionné par ceux qui subsistent de la famille précédente. Donc on ne sait pas d'où il vient, et il va essayer d'insuffler un nouveau souffle, une nouvelle âme à l'Égypte qui est en pleine expansion, qui est en train de se redéployer. Alors Hatshepsut, elle va vivre cela avec son père, et puis elle va être mariée à son demi-frère, ce qui est quelque chose qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas si courant dans l'histoire égyptienne. On a des mariages intrafamiliaux uniquement quand il y a des problèmes dynastiques, et c'est probablement déjà le cas ici. Donc elle épouse son demi-frère qui porte le même nom que son père, que leur père commun, qui s'appelle donc Thoutmôsis II, deuxième du nom. Malheureusement, le sort vient jouer ses dés, et Thoutmôsis II va décéder très rapidement, probablement après seulement 3 années de règne. Et donc, c'est le fils de Thoutmôsis II, né d'une autre épouse, ça commence à devenir compliqué, j'en suis conscient, qui va monter sur le trône, et qui, par définition, évidemment, n'est qu'un tout jeune enfant. Alors, dans ce genre de situation, dans l'histoire égyptienne comme dans l'histoire française, dans toutes les histoires monarchiques, il y a ce qu'on appelle une régence, c'est-à-dire que la reine-mère va gérer les affaires de l'État à la place du petit roi qui n'est pas encore en âge de régner. Le problème ici, c'est que la reine-mère n'est pas la mère de l'héritier, la mère du roi qui monte sur le trône, c'est en fait sa belle-mère et sa tante. Et donc on constate que pendant les 7 premières années du règne du jeune Thoutmôsis III, c'est-à-dire que lorsqu'il est encore un tout petit enfant, Hatshepsut s'occupe de toute la gestion du pays en lieu et place du jeune Thoutmôsis III, et puis en l'an 7, il se passe un événement qui nous échappe, mais qu'on peut peut-être un petit peu supposer, je vais dire, c'est que Thoutmôsis III va arriver vers 10-12 ans,
maximum, il doit avoir entre 10 et 12 ans, c'est-à-dire qu'il va atteindre une forme de majorité. Il n'y a pas ce concept de majorité dans l'Égypte ancienne, mais on sait qu'il y a des rois qui ont régné aussi jeunes, et c'est précisément à ce moment-là qu'elle décide de changer de statut, et progressivement de montrer que la fonction qu'elle exerce est dans les faits celle d'un roi, et donc si elle exerce la fonction royale, c'est qu'elle est roi. C'est ça un petit peu le raisonnement qu'elle met en place. Et on peut suivre cette évolution à travers l'iconographie officielle, parce qu'évidemment, on n'a pas de reporters de l'époque ou de journaux qui pourraient nous permettre de suivre les événements politiques. En fait, c'est leur transcription dans l'iconographie qui nous permet de suivre ça. Et on voit progressivement qu'Hatshepsut va s'immiscer à la place de Toutmosis III, voire l'évincer, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il disparaît de l'iconographie officielle sur les temples. Elle va même aller jusqu'à remplacer certains de ses cartouches, ce qui me fait personnellement penser qu'elle avait l'intention de le faire disparaître, parce que dans l'Égypte ancienne, on ne massacre, on ne martèle les cartouches ou les noms d'un individu que lorsqu'on tend à le faire disparaître ou lorsqu'il est mort. Et puis, elle va changer son fusil d'épaule, changer d'attitude et de stratégie politique, et se réassocier, en fait, le jeune Toutmosis III, comme ce que nous appelons, c'est un terme égyptologique, il n'y a pas d'équivalent égyptien, un corrégent, c'est-à-dire qu'ils vont régner à deux, et c'est en réalité le seul cas de l'histoire qui est absolument avéré, où on a deux pharaons sur le trône d'Horus, pour utiliser les concepts égyptiens. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme impact politique? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a eu fait comme réforme, entre guillemets? Alors, donc, vous l'avez compris, on est dans une période de crise dynastique, en fait. Déjà, Toutmosis Ier tombe un peu de nulle part, on ne sait pas d'où il vient, il est apparenté à la dynastie qui s'est mise en place, mais on ne sait pas d'où il vient. Puis ici, il y a une crise dynastique avec des beaux enfants, etc. Et donc, ce climat semble avoir incité Hatshepsut à travailler, réfléchir, sans doute avec un cénacle évidemment, sur la légitimité du roi. Et on voit qu'il y a tout un discours sur la relation entre le roi et les dieux, et en particulier le dieu de l'empire de l'époque, le dieu le plus important qui est Amon-Ré, où Hatshepsut va formaliser en quelque sorte la relation entre le dieu Amon et le roi d'Égypte. Et ce faisant, ça va créer en fait une période extrêmement féconde pour la religion égyptienne, pour la théologie, puisque religion et politique sont indissociables dans l'Égypte ancienne évidemment, mais aussi pour les arts. Et donc l'époque de Hatshepsut voit fleurir en fait les arts qui connaissent une sorte de boom extraordinaire, avec comme toujours dans l'histoire égyptienne, des sortes d'investigations dans le passé. Donc on sait qu'il y a presque des missions d'histoire de l'art ou d'archéologie qui vont être menées sous son règne dans des monuments plus anciens, notamment des temples de pyramides de la 5e dynastie, par exemple, des temples de la fin du Moyen Empire, où les artistes de Hatshepsut vont aller chercher des inspirations pour réinsuffler quelque chose de nouveau dans l'art égyptien. Et à ce titre, je crois qu'on peut affirmer qu'Hatshepsut est une des fondatrices, sinon peut-être la fondatrice véritable du Nouvel Empire, même si l'unification de l'Égypte après l'occupation Hyksos, elle revient à Ahmosis, c'est une réalisation politico-militaire, mais en fait, l'impulsion idéologique et politique du Nouvel Empire, elle revient vraiment à Hatshepsut. Pourquoi, à votre avis, je pense que c'est peut-être un avis personnel, pourquoi est-ce qu'on parle plus de Néfertiti ou Cléopâtre et non pas d'elle? Parce qu'a priori, c'était une grande pharaon. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est vraiment une question de ce qu'on appelle de la réception. C'est-à-dire que c'est l'époque contemporaine qui s'est emparée de Néfertiti, qui est aussi un de mes sujets de recherche. Je me suis un peu spécialisé dans l'époque d'Akhenaton. Néfertiti, sa célébrité, c'est son buste, découvert en 1912 par Ludwig Borchardt à Amarna, dans l'atelier du sculpteur Thoutmose à Amarna, et sa révélation dans les années 20, et comme pas mal d'auteurs l'ont déjà souligné, elle correspond, par chance, en quelque sorte, esthétiquement, aux valeurs esthétiques des années 20. Et donc elle va connaître un succès extraordinaire qui va l'emporter, en fait, sur des personnages comme Hatshepsut. Cléopâtre, c'est un personnage qui est passé à la postérité mémorielle dès l'époque romaine, de son vivant. Donc son souvenir est orchestré déjà par la politique d'Auguste, enfin du futur Auguste, qui s'appelle Octave à l'époque, qui essaye de diaboliser Cléopâtre pour augmenter en fait la valeur de son propre blason auprès du peuple romain.
Et il faut savoir que la plupart des films sur Cléopâtre, par exemple, sont inspirés non pas des textes de l'époque, mais de la version que William Shakespeare avait fait de Cléopâtre. Donc au temps moderne, à l'époque de Shakespeare, on connaissait très bien le personnage de Cléopâtre. Donc ces deux grandes dames de l'Égypte ancienne ont un droit de cité tout à fait particulier dans l'Occident ou l'univers culturel international contemporain. Hatshepsut, il a fallu la redécouvrir, c'est plus une affaire de spécialistes. En plus, la grande redécouverte de son temple et de sa statuaire par Winlock correspond aux années 20 également, des années où l'égyptomanie est un peu occupée par la Toutmania, l'obsession par la découverte du trésor de Toutankhamon, plus le phénomène autour de Toutankhamon, de ses parents Akhenaton et Néfertiti. Donc c'est un peu éclipsé Hatshepsut. Et autre élément qui a joué très fort, c'est qu'elle pose cette question du genre. Donc c'est une femme qui devient pharaon. Au début du XXe siècle, il y a à peu près un siècle, on était encore dans une idéologie globalement très très machiste, il faut bien le reconnaître. L'égyptologie est largement, très largement dominée par des hommes, et donc on constate qu'il y a une vision très misogyne en fait de Hatshepsut, et des grands égyptologues comme Sir Alan Gardiner feront quelques sorties en disant, ben voilà, Thoutmôsis III était un roi extraordinaire qui a créé un véritable empire, qui a régné plus d'un demi-siècle et qui a conquis tout le Proche-Orient. Et Hatshepsut, vous voyez, quand c'est une femme au pouvoir, voilà ce que ça donne. Et donc elle a été très vite présentée, je disais tout à l'heure que c'est un personnage un peu romanesque, elle a été très vite présentée comme l'affreuse belle-mère, puisqu'elle était la belle-mère du roi, dans les contes des frères Grimm. Et donc là aussi, il y a une réception proprement occidentale qui va noircir Hatshepsut en disant, bon, c'est une femme qui est même pas capable de faire la guerre, hein, comme si c'était une fin en soi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on va la mettre en contraste avec Thoutmôsis III, alors qu'en fait, les réalisations de son règne sont absolument phénoménales, et je le répète, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est elle vraiment qui impulse cette dynamique particulière du nouvel empire égyptien, qui est la plus grande période de gloire de l'histoire pharaonique. Il est temps de la faire revenir sur le devant de la scène. Exactement, alors il y a des mouvements de balancier, hein, quand le féminisme a commencé à se développer sous une forme, je vais dire, plus militante. Enfin, il y a différentes phases dans l'histoire du féminisme. Je n'en suis pas spécialiste, je ne vais pas en retracer l'histoire ici. Mais à partir des années 80 et 90, il y a un mouvement inverse, où on commence à angéliser Hatshepsut et à diaboliser plutôt Thoutmôsis III. Ce sont des visions idéologiques qu'on projette évidemment sur Hatshepsut et qui sont toutes fausses. Donc la seule manière de restaurer l'identité historique de ces personnages, c'est de remonter aux documents de leur époque, et on voit ce qu'ils ont fait. Et Hatshepsut est l'auteur d'un véritable coup d'État. Ce qu'elle a fait, c'est un coup d'État, il faut le reconnaître. Maintenant, elle a régné sur l'Égypte en donnant une dynamique que l'Égypte ne connaissait pas avant elle. Et vous avez dit du coup qu'il a été dit qu'elle ne savait pas faire la guerre, donc c'était pas une reine guerrière, enfin guerrière. Il n'y a pas eu beaucoup de conflits sous son règne, ou si, et ça s'est pas bien passé? Alors, je le disais il y a un instant, c'est une projection moderne. Donc, la première chose, c'est qu'on est certain qu'il y a eu une guerre sous Hatshepsut et Thoutmôsis III, en l'an 12 du règne. Donc, Hatshepsut a un règne de 15 ans, en fait. Elle monte sur le trône en l'an 7 de Thoutmôsis III. Et elle disparaît entre l'an 21 et 22 de Thoutmôsis III, donc ça fait 15 ans en fait. Et en l'an 12, il y a une expédition militaire qui est menée au nom des deux co-régents, des deux souverains, c'est-à-dire en fait sous la commande de Hatshepsut. Alors elle n'a probablement pas pris part à la guerre elle-même, mais il y a un corps expéditionnaire qui est envoyé en Nubie et qui va punir des révoltes dans le sang, comme les Égyptiens avaient l'habitude de le faire avec leurs voisins du sud, leurs voisins méridionaux que sont les Nubiens. Donc il y a peu de troubles militaires qui nécessitent des interventions militaires pendant les 15 années du règne de Hatshepsut, mais surtout on s'était focalisé sur l'idée d'une femme qui règne, donc pas de guerre, ce qui est faux historiquement, et d'autre part, elle a beaucoup médiatisé une expédition qu'elle organise. À nouveau, elle n'y prend pas part elle-même, mais elle organise en commissionnant cela auprès de ses grands fonctionnaires, les personnages de l'État en qui elle peut avoir confiance. Il y a toute une coterie autour de Hatshepsut qu'on connaît assez bien. En l'an 9 de son règne, une expédition qui va aller au royaume de Punt, qu'on a encore quelques difficultés à situer, mais qui est probablement à la jonction entre la Somalie et le Yémen, plutôt du côté de la péninsule arabique probablement que de l'Afrique. Et là, elle va faire une expédition qui est pacifique, qui est destinée à rapporter des arbres à encens,
qui sont utiles qui sont nécessaires pour le culte pharaonique. Donc elle va mettre cet événement très en avant, parce que c'est une des grandes réalisations en termes d'expédition de son règne, mais c'est pas une expédition militaire. Et donc l'égyptologie s'est emparée de tout ça en disant, regardez, en fait c'est une pacifiste, et parce qu'elle n'est pas capable de faire la guerre, mais on voit toutes les projections idéologiquement orientées qu'il y a derrière ce type de lecture. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir.